Bonjour, bonsoir, au microphone, Bruno Guglielminetti. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 12 mai 2023. Au menu cette semaine, on va aller faire un tour en Italie pour rejoindre Jean-Michel Dufault et parler avec lui de voyage et Internet. Et on va parler avec quelqu'un de chez Third Bridge qui vient de créer une toute nouvelle bourse pour inciter les jeunes femmes à étudier en génie logiciel. Et puis il y a aussi mes amis, mes collègues, et on va commencer d'ailleurs avec une nouvelle collaboratrice, Catherine Dupont-Gagnon. Vous connaissez peut-être son nom parce qu'on l'a déjà reçue. C'est une experte en cybersécurité et c'est d'ailleurs de ça qu'elle va nous parler. Thierry Weber est là pour nous parler d'une expérience d'intelligence artificielle à la radio suisse. Et Stéphane Ricoul s'intéresse cette semaine au monde municipal et au numérique. Alors voilà pour le menu de cette édition, mais juste avant de commencer, permettez-moi de saluer, comme à l'habitude, 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Lise Sainte-Marie, Claude Sauvé, Marc Tremblay, Arnaud Charpentier et Pierre Moffat, tous des abonnés de moncarnet.com. Oui, parce que Mon Carnet, c'est évidemment le podcast que vous écoutez présentement, mais c'est aussi une infolettre et c'est aussi, depuis presque 10 ans maintenant, un blog où je publie des billets pendant la semaine. Bref, si vous voulez tout voir, lire et écouter ce que je fais en ligne en matière d'information qui a à voir avec le monde du numérique, vous pouvez vous abonner gratuitement à moncarnet.com et comme ça, vous serez certain de ne rien rater et de trouver rapidement des liens vers les contenus. L'adresse, je répète, moncarnet.com. Moncarnet en un mot.com. Donc, à vous 5, merci pour votre écoute du podcast. Et puis, merci évidemment à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est très apprécié et à vous tous, donc, je vous souhaite une excellente écoute. La tech en continu. Vous connaissez Radio Mon Carnet ? C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon Carnet, c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Guglielminetti. Google a annoncé l'ouverture de son agent conversationnel Bard au public. Après 2 mois de test, l'accès à Bard est maintenant possible à partir de 180 pays. Oui, mais pas au Canada et ni en Europe. Pour ce qui est du Canada, on peut imaginer que Google boude un peu face au gouvernement fédéral et sa loi C-18, donc va nous faire encore poireauter un peu pour le service. Du côté de l'Europe, l'accès n'est pas là dû aux différentes lois qui encadrent l'utilisation d'Internet sur le territoire européen et Google veut encore voir des choses avant d'y rendre l'accès possible. Mais bon, entre vous et moi, dans les deux cas, avec un bon VPN qui vous localise virtuellement aux États-Unis ou en Angleterre, vous pourrez essayer le service sans trop de problèmes. Je dis ça, je ne dis rien. Sinon, on dit chez Google que Bard est à apprendre une quarantaine de langues et comprend et s'exprime aujourd'hui en 3 langues. L'anglais, le japonais et le coréen. Et comme chez Microsoft avec son système Copilot qui ajoute aux outils de bureautique 365, Bard viendra prêter main forte à l'outil de traitement de texte Google Doc et à celui de la feuille de calcul Google Sheet. Et toujours comme chez Microsoft qui propose la génération d'illustrations avec son outil Bing Image Creator, Google dit travailler sur la capacité de Bard à gérer les images, tant comme élément déclencheur que dans ses réponses. Autre nouveauté importante chez Google cette semaine, la présentation de 3 produits, le téléphone mobile Pixel 7a, la tablette Pixel et le téléphone pliable Pixel Fold. Pour ce qui est des 2 derniers, j'attends de les avoir dans les mains pour vous en parler, mais pour ce qui est du Pixel 7a, j'ai l'appareil en main depuis une semaine, merci d'ailleurs aux gens de Google, et c'est vraiment un bel appareil pour ceux qui sont à la recherche d'un appareil
en milieu de gamme. Il a beau coûter 120 $ de plus que son prédécesseur, le Pixel 6a. En passant aux États-Unis, c'est seulement 50 $ de différence, mais bref, pour revenir ici au pays, malgré un prix plus élevé, le nouvel appareil bénéficie de plusieurs améliorations clés qui le placent en tête de sa catégorie et ça vaut bien le 599 $ qu'il vaut. Mais si je résume, parce que pour en savoir plus sur l'appareil, je vous invite à aller lire mon article sur le nouveau téléphone de Google sur moncarnet.com. Bref, pour me résumer, le Google Pixel 7a est un excellent choix pour les gens qui cherchent un téléphone milieu de gamme, mais avec des fonctionnalités haut de gamme. L'écran est plus lumineux, la recharge sans fil est maintenant offerte, le processeur est super puissant et on a aussi fait la mise à jour de la caméra, ce n'est pas à négliger. Bref, ça fait de Pixel 7a le meilleur choix de téléphone milieu de gamme sur le marché aujourd'hui en matière de qualité-prix. Dernière information concernant Google, cette fois ce sont, selon des informations qui ont été rapportées par le Wall Street Journal, Google versera environ 100 millions de dollars au New York Times sur une période de 3 ans dans le cadre d'un accord pour utiliser son contenu sur certaines de ses plateformes. D'après le journal, Google va utiliser le contenu du New York Times pour son offre sur Google News Showcase et d'autres plateformes. En passant, le Google News Showcase, c'est la plateforme de distribution de contenu en ligne lancée à la fin de 2020 pour partager le contenu d'éditeurs participants. Ici au Canada, en octobre 2021, je vous rappelle, Google avait signé des ententes avec plusieurs éditeurs du pays, dont Le Devoir. D'ailleurs, il y a une entrevue avec Brian Miles que vous pouvez retrouver sur le carnet. Aussi avec les coops de l'information, avec le Toronto Star, le Globe and Mail et le Winnipeg Free Press. Cette semaine, Amazon a présenté son nouveau service appelé Amazon Anywhere, qui devrait permettre aux clients d'acheter des produits physiques, des vrais produits, dans sa boutique en ligne, tout en jouant à des jeux vidéo ou en interagissant en réalité virtuelle sur des applications ou des sites. Donc, ça veut dire magasiner sur Amazon sans laisser de côté son activité pour se brancher à la boutique d'Amazon. Le programme reflète d'ailleurs les efforts similaires que des entreprises comme Nike et Gucci ont lancé récemment qui visaient à attirer les joueurs et les acheteurs, mais cette fois dans le métavers. Mais là, on parle de rester dans le même univers. Pour sa première démonstration, Amazon se rend disponible à l'intérieur du nouveau jeu immersif en VR, Peridot, un jeu de réalité augmentée du même développeur que Pokémon Go, alors je vous parle de Niantic. Donc, pendant que vous allez vous occuper de votre Tamagotchi des temps modernes, vous pourrez en profiter pour faire votre magasinage. Est-ce que c'est pas beau ça? Ça, c'est de la technologie. Ah oui, si ça vous intéresse, sachez qu'Amazon dit être à la recherche de nouveaux partenaires pour rendre son service Amazon Anywhere justement disponible partout dans votre environnement. Si vous êtes sur Twitter, vous avez probablement vu passer l'annonce de l'animateur conservateur américain Tucker Carlson qui annonce qu'il offrira très bientôt, et je mets entre guillemets, une nouvelle version de son émission, je ferme les guillemets, qu'il présentait depuis 6 ans et demi sur Fox News. J'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler parce que l'animateur a quand même un contrat avec le réseau américain Fox News qui le lie jusqu'en 2025. Et à l'intérieur de ça, évidemment, une clause de non-concurrence pour autant de temps. Est-ce que ça va finir en cours? Faudra voir. Mais entre-temps, Elon Musk n'a pas tardé à réagir à cette annonce de la part de Tucker Carlson en précisant que Twitter n'avait pas d'entente particulière avec l'animateur conservateur et Elon Musk en a profité pour souhaiter que des créateurs de contenu de d'autres tendances politiques en fassent autant sur Twitter. Parlant de Twitter, 3 autres choses. D'abord, la dernière version de l'application permet de répondre par message privé à toutes les publications sur son fil de discussion. Des DM, donc des messages privés qu'on dit chiffrés, mais je vous invite à garder une petite gêne parce que le système utilisé pour le chiffrement des messages privés semble plutôt bancal pour le moment. Alors, prenez garde à ne pas confier tous vos secrets là-dessus parce que ça pourrait vous revenir dans le visage. Aussi, dans une publication d'Elon Musk, on a appris que le clavardage audio et vidéo à partir de votre compte Twitter, c'est pour bientôt. Et puis finalement, Elon Musk a tweeté l'arrivée d'une nouvelle PDG du réseau social d'ici 6 semaines. Après son arrivée, Elon Musk deviendra uniquement, mettons les guillemets, président du conseil d'administration, CTO, et dois-je le rappeler, l'actionnaire unique de la plateforme.
J'ai bien hâte de découvrir cette personne courageuse qui reprendra les commandes de Twitter alors qu'il y aura un Elon Musk qui sera juste au-dessus de son épaule. En tout cas, cette nouvelle a fait grand plaisir aux actionnaires de Tesla, une autre des propriétés de Musk, qui ont compris que le grand patron allait à nouveau avoir du temps pour se préoccuper de ses voitures. Imaginez-vous, le titre boursier de Tesla a grimpé en flèche juste après la publication du tweet. Au Royaume-Uni, Uber lance une fonctionnalité de réservation de vol. Alors, en plus de se rendre à l'aéroport en Uber, d'avoir soupé la veille grâce au service de Uber Eats ou d'avoir fait leur emplette le jour même avec Uber à l'épicerie ou à la pharmacie, maintenant, les Anglais pourront acheter leur billet d'avion par Uber. La nouvelle option de réservation de vol qui est déployée en partenariat avec l'application de voyage montréalaise Hopper permettra aux clients britanniques d'Uber de réserver des vols domestiques et internationaux directement depuis l'application d'Uber. La nouvelle fonctionnalité qui sera disponible à partir de cet été fait partie d'une série de nouveaux produits qui incluent déjà les billets de train et de bus. Les voyageurs qui réservent un vol via Uber pourront d'ailleurs profiter des avantages offerts aux clients de Hopper, dont l'option de gel de prix. Et je termine ce survol de l'actualité numérique de la semaine avec cette étude qui nous vient du service de VPN NordVPN. Celle-ci confirme encore une fois que les vacanciers canadiens qui réservent leur voyage sur des sites canadiens, ces gens-là se voient facturer des centaines de dollars de plus que les clients étrangers pour exactement les mêmes offres et, dans certains cas, des consommateurs vont payer jusqu'à 35% de plus. Citant des exemples très concrets, l'étude nous donne l'exemple de l'utilisation de la version américaine du site Hôtel pour économiser 805 $ pour un séjour de 7 nuits au Canada, ou encore, en passant par un VPN qui situe le client virtuellement en Italie, imaginez-vous, il est possible d'économiser 25% sur le prix offert aux consommateurs canadiens à partir d'un site de location de voitures canadien. Essentiellement, pour trouver les tarifs moins chers, les chercheurs de NordVPN ont utilisé, évidemment, le réseau privé virtuel, le VPN, pour faire croire au site web consulté qu'ils n'étaient pas au Canada. Ils ont découvert des économies sur une série de sites de voyage, dont ceux de Hertz, Expedia et Booking. Tout ça parce qu'un VPN permet notamment de masquer votre adresse IP et donc vous permet de faire croire que vous êtes un client d'un autre pays. Alors justement, pour poursuivre sur le sujet, je me suis dit que ce serait intéressant d'entendre le point de vue, la réaction d'un journaliste voyage qui connaît le milieu. On va aller rejoindre l'éditeur du site de voyage siègehublot.com en Italie, où il est présentement en déplacement à Mestre, juste en face de Venise. Bonjour Jean-Michel Dufault. Bonjour Bruno. Jean-Michel, est-ce que ça te surprend de voir les résultats de cette enquête de NordVPN? À vrai dire, ça confirme, mais ça explique ce que je ne comprenais pas. Que justement, parfois, dans certaines contrées, je me disais, me semble que les prix sont moins chers que chez nous, me semble que c'est pas la même affaire, me semble que... Et ça date de même, je me rappelle, il y a 10 ans, j'étais à Lake Placid un week-end et j'avais commandé des billets d'avion de Montréal, mais les prix étaient vraiment différents. C'est comme si ça passait à travers un autre pipeline, comme on dit. Et oui, je trouve que c'est vraiment un truc intéressant, mais que jamais j'aurais pensé, c'est-à-dire qu'on, dans le fond, on surcharge ce qu'on considère les pays riches et les marchés locaux et les pays moins riches ont l'air de bénéficier de meilleurs prix. Et là, dans le cadre de cette enquête-là, ils ont testé des services de vente en ligne. Est-ce que ça serait la même chose du côté des sites web des transporteurs et des hôtels? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ça aussi peut jouer absolument. Parce que c'est comme s'il y avait un avantage, dans tout cas, quand on lit l'article, on se rend compte qu'il y a deux trucs vraiment qui semblent ressortir. C'est-à-dire qu'on favorise le marché local et on favorise aussi et sur quoi c'est basé, mais ce qui serait, par exemple, des pays dits moins riches, j'ai l'impression que les prix sont meilleurs. Puis dans les pays émergents, c'est là que tu vois une différence. Si tu passes à travers des sites, disons, d'hôtels et des trucs comme ça, puis il y a vraiment une différence. Puis c'est drôle parce que même récemment, j'étais au Vietnam récemment et je voyais les sites locaux d'hôtels. Les prix étaient bien meilleurs que les sites auxquels on est habitué en Amérique du Nord. Même si je prenais le même hôtel, mais je voyais que des sites asiatiques avaient des meilleurs prix pour le même hôtel, par exemple. Alors, pour les compagnies d'avion, je ne suis pas assez spécialiste de ça, mais je peux dire que dans l'expérience hôtelière, il y a vraiment des différences et on n'aurait pas pensé. C'est assez intéressant parce que
des fois, on n'explique pas, mais on dirait que ça explique bien. Puis le truc, c'est que, ben, tu le sais, c'est par rapport au fameux VPN, qui est une bonne façon de contourner peut-être des fois le ciblage de certains pays pour leur faire des prix plus élevés. Pendant qu'on est sur le sujet, qu'est-ce que tu conseilles aux consommateurs qui veulent acheter en ligne? Évidemment, bon, tu mentionnais les VPN là, pour tester les prix, mais toi, comme expert dans le domaine, qu'est-ce que tu fais quand vient le temps d'aller chercher les meilleurs prix? Je pense qu'il faut deux choses. Tu sais, je veux aussi protéger quand même les agents de voyage. Et je dis pas ça par flagornerie, mais il y a toujours un risque quand même que d'acheter un billet en ligne. Je trouve, moi, dans ma vie, j'ai fait les deux et je trouve que quand il y a un problème, un billet en ligne, c'est beaucoup plus compliqué. Parler à quelqu'un. Je me rappelle, j'avais acheté un billet au Mexique avant la pandémie. J'ai jamais finalement réussi à me faire rembourser. C'est compliqué. On dirait qu'en ligne, parfois, ou à un moment donné, j'avais réservé un hôtel avec Booking. Ça a été n'importe quoi, là. Tu sais, j'étais à Hong Kong, l'hôtel n'était pas ce qui était prévu et c'était n'importe quoi la supposée garantie. Alors, je trouve qu'il y a toujours un risque. On paie moins cher souvent, mais il y a un risque. Je trouve que le service vente et le service surtout après-vente n'est pas la même chose que quand on parle à quelqu'un qui, cette personne-là, dans une agence de voyage, peut parler directement. Je pense que c'est comme n'importe quoi, il faut se donner du temps. Il faut vraiment essayer plusieurs sites. Faut vérifier. Et puis, à un moment donné, il y a vraiment des outils maintenant, là, que ce soit Google Flights, Kayak, des trucs comme ça qui donnent des prix intéressants. Puis après ça, on se rend compte que les choses se ressemblent. Mais encore là, des fois, il y a des petites différences. Mais il faut se donner le temps. Je dirais, le premier point, c'est se donner le temps. Le deuxième point, c'est quand même accepter qu'à un prix moindre, parfois, s'il y a un problème, ça va être plus difficile de régler le problème. Et de là, ton conseil de probablement faire affaire avec un professionnel du voyage? Ben, c'est-à-dire que c'est pas pour tout le monde, l'Internet. Tu sais, même si tu es assez habile, moi, je suis pas si pire. Il y a plein de gens encore qui sont pas complètement à l'aise avec ça, qui aiment ça, le contact humain, d'avoir un téléphone, de parler à un téléphone, de parler à un agent ou une agente, et que cette personne va dire, ben oui, je m'en occupe, je vois ce qui est possible pour vous, je change votre billet, je déplace votre date et tout ça. Donc, il y a encore une valeur à la fameuse voix humaine, à que tout ne soit pas fait par ordinateur. Donc, ça dépend vraiment des gens. Mais je pense que tu le sais, cette génération plus jeune qui est habituée de tout faire par soi-même, parce qu'ils sont tellement à l'aise avec ce langage-là, que eux, j'ai l'impression, vont toujours vivre un peu avec ces choix faits par Internet, sur leur téléphone, parce que ils ont grandi avec ça, ils se sont habitués à ça et ils sont très à l'aise avec ça. Mais il ne faut pas oublier notre marché gris, nos boomers, nos gens un peu plus âgés, ben eux, je le vois encore. Justement, je te parle, je suis en Italie, j'accompagne un groupe de 20 personnes de GVQ, de Groupe Voyage Québec, et beaucoup ont acheté leur billet en agence, on parlait à quelqu'un, la bonne vieille méthode, si on veut. D'autant plus qu'un voyage, c'est toujours important dans une vie, donc il faut prendre le moyen qui est le plus adapté à nos besoins puis nos façons de faire. Tu as raison de le dire. Dis donc, Jean-Michel, parce que tu mentionnais kayak et d'autres types du genre, est-ce que c'est risqué ou un peu plus risqué de passer par des agrégateurs ou des sites de revendeurs comme Trivago ou Kayak, pour ne nommer que ceux-là, là, quand vient le temps de faire des réservations, est-ce qu'on risque d'avoir plus de problèmes à essayer d'avoir nos droits ou à être remboursés quand quelque chose ne va pas, ou est-ce que essentiellement c'est juste un passeur de liens et c'est le même type de service auquel on peut s'attendre par la suite? Ils trouvent le meilleur prix, mais il y a un prix à payer pour ça. Et autant dans mon billet d'avion que j'avais acheté avec ce que tu appelles un agrégateur de bon prix, ça a été n'importe quoi après. Alors que jamais, tu sais, rappelle-toi, à l'hiver 2020, là, ça semblait loin et on pensait pas que. Donc, j'ai pas été prudent. J'ai acheté un billet en pensant jamais que je devais annuler mon vol. Puis finalement, cet argent-là, je l'ai perdu là, parce que c'était tellement compliqué, c'était tellement la croix et la bannière, comme on dit. Donc, il y a un petit prix à payer. Je dirais que oui, il y a un vrai bon travail de dénicher le meilleur prix. Si tout se passe bien, c'est impeccable parce qu'il n'y a pas de danger. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger que votre billet n'existe pas. Mais s'il y a un problème mondial, s'il y a un problème majeur, que vous n'avez pas pris d'assurance, puis même là, les assurances, je pourrais en parler parce que les assurances aussi qu'ils vous vendent, des fois, ça peut être compliqué à réclamer. Justement, je parle de ce voyage il y a 10 ans que j'avais acheté. On avait acheté une assurance parce que ma mère voyageait, puis tout ça. Puis c'était tellement compliqué d'avoir un genre de remboursement parce qu'on avait dû changer la date de retour que finalement, ça s'est pas fait parce que c'était tellement, tellement compliqué qu'il y a les bons et les moins bons côtés de ça. Et on sait maintenant, Google Flights aussi est très fort. Là. Google Flights commence à se placer comme un joueur majeur.
D'ailleurs, avant que j'oublie, j'ai une question pour question du fameux VPN. Toi qui est dans le domaine, as-tu l'impression qu'un jour, les gouvernements, tout ça disent, non, il n'y a pas question que vous ayez accès à un VPN, on veut savoir où vous êtes et ça sera la même chose pour tout le monde. Est-ce que ça pourrait un jour disparaître, le VPN? Ben, pour le moment, au Canada, le VPN est toujours permis et pas empêché, mais tu as raison de souligner, dans certains pays, c'est carrément illégal et c'est punissable là, devant la loi, là. Notamment, je pense à la Russie et la Chine, où on veut vraiment savoir qui est là, puis on veut s'assurer que personne va voir ce qui se passe dans d'autres pays par rapport à l'information qu'on y donne sur le pays concerné. Mais au Canada, on peut encore l'utiliser. Et tu as l'impression que ça ne changera pas quand même. Ça serait étonnant que ça change. On est d'accord. En Occident, ça serait étonnant que... Oui, au Canada, aux États-Unis, ça serait surprenant. OK. C'était ma question parce que je trouve quand même que c'est un outil formidable, on va le dire, qui parfois, je suis à l'étranger, puis il y a des émissions, par exemple, québécoises que je veux voir sur tout.tv ou je veux voir le bye-bye, puis je ne suis pas là le 31 décembre, ben ça permet de voir de façon légale le truc, mais au moins de me positionner comme si je pouvais le voir. Et c'est un truc qui, parfois, je me dis, dans ce truc qui est de plus en plus légiféré, est-ce que ça pourrait disparaître? Mais bon, tant mieux si tu dis que non. Mais ce qu'on peut voir, par exemple, Jean-Michel, c'est qu'il y a des sites qui détectent que tu utilises un VPN et alors, eux vont s'assurer de ne pas répondre à ta simili présence géographique. Là. Un meilleur exemple, c'est Netflix. La plupart du temps, il va détecter qu'il y a un VPN et il va tout simplement encore te donner la production canadienne. Là. Mais, par exemple, sur Amazon Prime, c'est possible d'avoir accès. Par exemple, si on dit qu'on est en France, qu'on choisit un VPN qui nous permet de géographiquement être virtuellement en France, ben on pourra accéder à la programmation de Prime Video française, et ce qui nous donne accès à des émissions, des films qui ne sont pas disponibles ici. Exactement. Puis ça, je trouve ça quand même un truc intéressant, mais puis ça revient à ce que ta question de départ. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais utilisé le VPN pour magasiner quelque chose en voyage, que ce soit un vol d'avion, un hôtel ou un service. Mais je suis curieux, là. Je me dis, peut-être une fois à l'étranger, j'essaierai et je verrai les différences. Et je vais peut-être constater, comme dans cet article intéressant que tu as partagé, c'est quand même étonnant parce qu'on parlait des fois de pourcentage de 20-25 des économies assez substantielles. Et c'est quand même quelque chose d'étonnant alors qu'on a l'impression que tout le monde est égal face à son clavier. Ben, c'est pas le cas. Ouais. Puis c'est drôle, tu me fais penser que même avant d'essayer le VPN, si vous utilisez un furteur qui vous permet d'aller en mode privé, je pense à Chrome notamment, là, essayez d'y aller avec en mode privé, puis déjà vous allez voir que vous pouvez retourner une fois, deux fois, vous n'aurez pas les mêmes prix, alors que si vous utilisez une bonne vieille version traditionnelle de Google ou de Edge, ben à un moment donné, le site va se rendre compte que vous êtes vraiment en train de chercher et comme par magie, il y a certains tarifs qui vont se mettre à grimper en dedans de 24 heures. Alors, ça donne peut-être une leçon. OK, excellent. Ah ben, tu vois, c'est vraiment le roi de l'Internet. Hey, Jean-Michel, avant de te laisser retourner à ce merveilleux pays qui est l'Italie, je voulais te faire un clin d'œil à ton site Siège Hublot, dont tu es éditeur, parce que tu m'as tellement ramené loin dans mes souvenirs. En première page du site, il y a un superbe article sur l'hôtel Chelsea Hotel de Toronto, où quand j'accumule tous mes séjours, je pense que j'ai passé minimum 6 mois de ma vie dans cet hôtel-là. C'est vraiment une belle destination, pas toujours connue à Toronto comme lieu d'hébergement. Puis je voulais te remercier pour cet article-là. Ben, merci beaucoup. Tu as raison, c'est un bon rapport qualité-prix. On n'est pas dans le grand luxe, mais Toronto, les hôtels commencent à être chers. Je trouve que c'est un hôtel qui est hyper bien situé, tu es d'accord? Hyper bien situé, très central, un bon rapport qualité-prix. Fait que je trouvais ça important d'en parler. Ben, merci beaucoup, ça a été plaisant. Si j'ai des conseils dans mes prochaines recherches, je vais t'appeler. Je suis toujours à apprendre. Je suis comme les Russes en 72. Je suis là pour apprendre. Jean-Michel Dufault, globe-trotteur devant l'éternel et éditeur du site de voyage siègehublot.com. Merci, puis bon séjour en Italie. Merci. Grazie mille. Ciao. Ciao. Cette semaine, j'ai vu passer cette information concernant une nouvelle bourse d'études pour inciter les femmes à aller vers le domaine du génie logiciel. Et je me suis dit que ça valait vraiment la peine de souligner la chose, d'autant plus qu'on dit qu'aujourd'hui encore, les femmes ne compteraient que pour 17%
des inscriptions dans cette branche de domaine de l'ingénierie. Alors, pour nous parler de cette nouvelle bourse de 10 000 $ pour étudier le génie logiciel à Polytechnique Montréal, on rejoint Émilie Saint-Aubin, partenaire et directrice des finances chez Third Bridge. Bonjour, Madame Saint-Aubin. Bonjour, bonjour. Avant de parler de la bourse, j'aimerais savoir, Third Bridge, qu'est-ce que c'est comme entreprise? Third Bridge, c'est une firme de développement logiciel sur mesure. Donc, on fait des systèmes autant web que des applications mobiles, des applications iPad, là, par exemple, ou sur les téléphones intelligents, qui sont vraiment adaptés aux besoins des clients. Fait que c'est pas un produit qui est générique, qui va être vendu à tout le monde. La même chose, c'est vraiment des solutions qui sont développées selon les demandes là, particulières. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, Third Bridge s'intéresse au manque de main-d'œuvre féminine dans l'industrie? Ben, on le voit dans nos embauches puis dans les gens qui appliquent sur les postes. Là, c'est difficile vraiment d'aller embaucher des femmes en développement logiciel. On va avoir beaucoup plus d'applicantes sur des postes là, plus administratifs, par exemple. Mais au cours des années, là, même ça a pris plusieurs années avant qu'on ait une première femme développeuse. Puis même encore aujourd'hui, c'est difficile d'aller recruter ce genre de candidates là. Alors, c'est dans ce contexte-là que vous avez décidé de lancer votre bourse? Exact. Dans ce contexte-là, on était déjà impliqués beaucoup avec la Polytechnique, puis on supportait d'autres programmes, entre autres sur l'entrepreneuriat à l'interne à la Polytechnique. Puis c'est ça, là, on voyait qu'il n'y avait pas énormément de candidats, puis même quand on a eu la réflexion, tu sais, moi je pensais au moment où moi j'ai fait mes études, j'ai même pas considéré cette option-là du génie logiciel. On n'était pas du tout, moi je n'étais pas au courant, on n'était pas du tout sensibilisé à cette carrière-là. Fait qu'on trouvait ça important de participer, dans le fond, d'essayer d'encourager un peu la relève féminine dans le domaine du génie logiciel. Qu'est-ce qui fait que ce chemin-là était pas jusqu'à maintenant intéressant pour les femmes? Mon Dieu, je saurais même pas dire. Je sais pas si c'est juste le domaine qui est moins intéressant, si c'est un manque de sensibilisation, tu sais, de façon générale. Encore là, j'aime pas du tout les stéréotypes parce que personnellement, j'aime jouer aux jeux vidéo, mais tu sais, tout l'aspect numérique est peut-être moins intéressant ou moins discuté parmi les femmes, là. Fait que je pourrais pas mettre mon doigt sur une raison en particulier, mais c'est difficile à dire. Alors, vous mentionniez Polytechnique Montréal. C'est donc dans ce contexte-là que là, vous présentez une bourse. J'aimerais ça que vous me parliez de cette bourse-là. Qu'est-ce que c'est exactement? La bourse, dans le fond, c'est pour supporter une jeune femme qui s'inscrit dans le programme de génie logiciel à travers tout son parcours scolaire. Donc, c'est pour un montant total de 10 000 $. Puis, c'est 2 500 par année pour les 4 ans de ses études, dans le fond, pour qu'elle ait pas à se préoccuper de l'aspect financier des études, puis qu'elle puisse vraiment se consacrer à compléter son programme. Donc, ça va servir à la fois à créer une ingénieure dans le domaine, puis ultimement aussi, est-ce que vous avez l'impression que le fait d'en parler plus, ça va justement éveiller de l'intérêt pour ce domaine-là? Oui, ben c'est aussi l'objectif de cette bourse-là, de nous en parler, d'essayer de sensibiliser les femmes à ce domaine-là. Je sais que Polytechnique aussi fait un travail de sensibilisation de leur côté, fait que c'est tout ça qu'on veut faire avec la bourse. Et là, comment vous faites pour faire connaître cette bourse-là? Est-ce qu'on en parle uniquement à Polytechnique ou est-ce que vous allez dans les cégeps, vous faites circuler des informations? Pas dans les cégeps. On est impliqué avec plusieurs universités, donc on va en parler sur nos réseaux sociaux, sur notre site web, dans notre blog, LinkedIn, etc. Puis ouais, c'est ça, dans les programmes pour le recrutement de jeunes diplômés, puis même pour nos stagiaires, ça c'est sûr que ça va être discuté à travers ces programmes-là. Et est-ce qu'à l'époque, si on revient en arrière, là, à l'époque, si vous aviez été une candidate qui se cherche un domaine avec une bourse comme ça, est-ce que ça vous aurait intéressé? Oui, honnêtement, j'ai toujours adoré tout ce qui était, tu sais, jeux vidéo, tout ça. J'ai adoré les maths. Là. On sait que les mathématiques peuvent être un gros aspect dans tout ce qui est développement logiciel. Puis, je me dis que ça aurait pu être une option qui aurait été super intéressante pour moi à l'époque si j'avais été au courant. Là. Fait que, ouais, en espérant que ça puisse peut-être faire du chemin pour d'autres jeunes femmes. Alors là, on parle de cette bourse-là, mais à côté, il y a une autre bourse que vous donnez. Oui, exactement, qui est une bourse pour encourager l'entrepreneuriat chez les élèves, dans le fond, chez les étudiants à la Polytechnique, qui, au lieu d'aller chercher un stage en entreprise, vont plutôt développer leur propre projet là, au sein de ce stage-là. Pourquoi offrir une bourse? Ça vient d'où, cette idée-là? On comprend que la première, justement, c'est pour inciter les femmes à aller dans le domaine, mais ça, ce coup-ci, des entrepreneurs.
Exact. La bourse entrepreneur, c'est une histoire qui est quand même assez le fun. Dans le fond, c'est notre cofondateur Nicolas, qui est maintenant directeur des opérations, Nicolas Saint-Aubin, qui est aussi mon frère, qui à l'époque, quand il était étudiant, s'est cherché un stage, puis avait plutôt envie de travailler sur son propre projet, avait déjà commencé son entreprise avec des collègues de Polytechnique puis de Concordia, puis avait demandé à Polytechnique de plutôt faire son stage dans sa propre entreprise, qui avait été accepté et même encouragé. Puis ça a été le pionnier dans le fond du parcours. C'était la première fois qu'un étudiant faisait ça. Puis quand en fait Polytechnique a mis en place un programme, c'était comme naturel pour nous d'encourager, de donner une bourse aux étudiants qui voulaient faire la même chose que Nicolas avait fait à l'époque. Émilie Saint-Aubin, vous êtes partenaire et directrice des finances chez Third Bridge. Merci beaucoup d'avoir pris du temps, puis bravo pour ces bourses. Merci à vous, Bruno. Bonne journée. Alors, je vous le confirme, on va parler plus souvent de cybersécurité à compter de maintenant dans mon carnet. Et ça, c'est grâce à ma nouvelle collègue Catherine Dupont-Gagnon, une experte dans le domaine, et elle viendra nous livrer ses réflexions une fois par mois sur le thème, et ça commence cette semaine. Mais juste avant d'écouter son premier billet au sujet de la fraude en ligne, je vous propose de la rencontrer quelques minutes. Bonjour Catherine Dupont-Gagnon. Bonjour. Catherine, d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation de venir comme ça nous parler de cybersécurité. Merci de l'invitation. Parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, on te parlait au nom de Crypto Québec, mais dans la vie de tous les jours, tu es conseillère en cybersécurité, tu es chargée de cours à Polytechnique Montréal au niveau de la prévention de la cybercriminalité. On t'entend aussi à cybercitoyen.org sur le site, il y a un lien pour aller écouter le podcast. La cybersécurité, pourquoi ça te fascine autant? Mais en fait, tu sais, moi, à la base, j'ai un background en marketing. Puis une des raisons qui a motivé mon changement de carrière, c'est que j'avais l'impression de faire partie du problème. Puis je pense que ce que j'aime autant de la cybersécurité, c'est qu'en fait, là, j'ai l'impression de faire partie de la solution, de faire quelque chose qui apporte concrètement de l'aide à des gens qui en ont besoin, d'éduquer des gens sur des choses qui sont importantes, qui sont présentes dans notre vie tous les jours. Fait que c'est pour ça, en fait, que je passe rarement autant de temps à jaser cybersécurité. Parce qu'on a l'impression, je regarde ton parcours, je regarde ce que tu fais, et j'ai l'impression que tu es beaucoup dans le partage d'informations, dans le partage de connaissances avec les gens. Oui, mais tu sais, dans la vie de tous les jours, je suis toujours un peu l'amie qui est connue comme étant l'encyclopédie, là, qui aime ça partager des savoirs puis des fun facts. Fait que définitivement, d'avoir une job qui me permet, en plus de faire ça pour gagner mon petit pain du jour, de partager des savoirs, de parler à des gens de choses qui me passionnent, c'est sûr que c'est un bonus, en fait. Alors, pour les gens qui s'intéressent un petit peu plus à la cybersécurité, est-ce qu'il y a des domaines en particulier qui t'intéressent dans ce vaste sujet? Tu sais, tout l'aspect de sensibilisation, pour moi, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Fait que, tu sais, sensibilisation, c'est l'idée de prendre des choses qui sont complexes techniquement, puis de les rendre d'une façon qui sont accessibles au grand public. Je suis pas quelqu'un moi-même qui a un background hyper technique à la base. C'est sûr qu'au fil des années, en travaillant en cybersécurité, j'ai fini par apprendre. Mais pour moi, de prendre ces informations-là qui sont peut-être un peu inaccessibles, puis de vraiment les rendre dans un format qui est absorbable pour des gens qui comprennent pas nécessairement qu'est-ce qui se passe dans le background de leurs applications, de leurs outils, de leurs ordinateurs. Pour moi, c'est la partie qui est le fun. Ça, c'est la sensibilisation. Ensuite, il y a la partie gouvernance qui est importante aussi, selon moi, qui est vraiment la partie où est-ce que justement de créer des cadres de fonctionnement pour s'assurer, en fait, que, mettons, une entreprise est en sécurité. Fait qu'encore une fois, c'est pas une partie qui est hyper technique, hein. C'est pas de coder puis de contre-coder contre des hackers, là. C'est vraiment d'établir des politiques de sécurité, des règles. Encore une fois, des choses qui doivent être compréhensibles pour des gens qui sont pas techniques, hein. Tu sais, c'est les dirigeants qui doivent prendre des décisions, qui doivent comprendre qu'est-ce qu'on est en train de proposer comme solution. Fait que pour moi, c'est vraiment la partie de la cybersécurité qui m'intéresse beaucoup. Puis toute la notion de vie privée, finalement, ça, c'est beaucoup dans notre quotidien, hein. Justement, encore une fois, je réfère à mon background en marketing. Une des choses qui m'avait marqué, c'est à quel point qu'on avait beaucoup d'informations sur les gens. Donc, on cherchait des insights, donc on regardait des données, etc. Puis moi, je trouvais ça un peu creepy, en fait. Et puis, justement, de voir comment on peut se protéger pour justement pas être manipulé, pas tomber dans de la désinformation, tu sais, qui est un autre sujet qu'on se positionne beaucoup, le cybercitoyen. Fait que c'est à peu près ça, là, c'est l'univers qui m'intéresse beaucoup là, au niveau de la cybersécurité. Bon, alors dans les mois à venir, on va le parcourir avec toi. Merci encore d'accepter l'invitation. Et là, on lance le bal cette semaine avec ton sujet qui porte sur la fraude en ligne. Si tu veux bien, on va écouter ton premier billet.
Puis merci encore. Merci, au revoir. Il y a quelques jours de cela, je discutais avec une amie d'un article qu'elle avait lu sur la presse et qu'elle n'arrivait pas à se sortir de la tête. Le texte, Les escrocs en champ libre, par Marie-Ève Fournier, se penchait sur le cas de plusieurs victimes d'arnaques qui n'auront pas pu trouver justice. En parallèle à cette discussion-là, je préparais une conférence à la bibliothèque de Westmount qui s'adressait aux aînés puis qui avait pour objectif de faire de la sensibilisation sur le sujet des fraudes en ligne qui ciblaient les seniors. Une conférence qui était préparée suite à une série d'arnaques visant justement les personnes âgées de la municipalité. Synchronicité? Probablement pas. La fraude en ligne, c'est devenu un problème omniprésent et qui continue de prendre de l'ampleur. Foule de nouveaux arnaqueurs sont créatifs et acharnés dans leurs opérations. Faut savoir qu'en 2022, le Centre antifraude du Canada avait reçu des signalements de fraude qui totalisaient des pertes de 530 millions de dollars pour les victimes, puis qu'il s'agit d'une augmentation de près de 40% par rapport à une année où est-ce que les pertes étaient déjà sans précédent, avec 380 millions de dollars signalés en 2021. Le chiffre impressionne, surtout qu'on sait que c'est que la pointe de l'iceberg en fait. Toujours selon le Centre antifraude du Canada, c'est estimé que seulement 5 à 10% des personnes qui signalent une fraude lorsqu'elles en sont victimes. Il y a encore, malheureusement, un gros tabou pour les victimes de ces arnaques-là. Fait qu'est-ce qu'on fait en fait, à part encourager les gens à signaler plus, sans honte, si cette situation-là leur arrive? Mais je reviens à cette enquête qui avait été parue sur le site de la presse, qui est extrêmement intéressante d'ailleurs, mais qui mentionne justement le fait que les escrocs, ils ont un peu le champ libre. Une citation qui m'avait vraiment accroché dans l'article va comme suit. Force est de constater que ceux qui s'amusent à voler nos économies sont très peu nombreux à faire la une des journaux et à prendre le chemin de la prison. C'est à se demander s'ils agissent en toute impunité et si l'on peut réellement compter sur les policiers pour nous protéger de toutes ces arnaques. Une autre partie marquante dans l'article, c'est qu'en cas de remboursement, l'enquête va s'arrêter de toute façon. Un peu comme s'il fallait choisir entre la justice ou des réparations financières. C'est facile de penser que c'est la faute à la police dans tout ça, mais l'enjeu avec la fraude en ligne, c'est que c'est un problème qui est global. Plus souvent qu'autrement, notre criminel derrière l'écran, en fait, il travaille avec un nom d'emprunt dans un autre pays où est-ce qu'on n'a en fait aucun recours. Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne pour autant? Non. On peut se protéger en appliquant des bonnes pratiques d'hygiène numérique. Qu'est-ce que je veux dire par hygiène numérique? Bien, en fait, vos mots de passe, déjà en partant, on réutilise jamais ça. On peut aussi profiter du fait que maintenant, c'est possible au Canada de faire un gel de crédit. Pratique, surtout si vous avez été exposé dans une brèche de données récemment. Ça se fait en quelques clics et ça évite que quelqu'un puisse ouvrir du crédit à votre nom sans que vous le sachiez. Faut aussi savoir, un des grands facteurs de vulnérabilité pour les fraudes envers les aînés, c'est la solitude. Bref, si ça fait longtemps que vous n'avez pas pris des nouvelles de vos grands-parents, c'est un bon moment pour en profiter. Mais, si vous êtes plus jeune, sentez-vous pas trop en confiance non plus. Il y a une enquête qui a été menée récemment et a démontré en fait que les 18 à 34 ans sont les plus touchés par les escroqueries bancaires. Bref, restez vigilants. Ça arrive pas juste aux autres, contrairement à ce que près du quart des Canadiens semblent penser. Surtout, si jamais vous avez été victime d'une arnaque en ligne, faites pas partie des 31% des gens qui seraient trop gênés pour le déclarer. C'est important d'aller chercher de l'aide, des ressources et de le signaler au centre antifraude, pour qu'on puisse justement avoir un meilleur portrait de la situation et peut-être même éventuellement plus de ressources et d'éducation disponibles pour combattre la fraude en ligne pour de bon. Alors cette semaine, Thierry Weber me fait vraiment plaisir en revenant sur une expérience suisse qui a eu lieu le mois dernier, alors que des intelligences artificielles ont littéralement pris le contrôle d'une station de radio, remplaçant même les vrais animateurs par leur voix de synthèse pendant quelques heures. J'arrête ici, je laisse Thierry vous raconter la suite. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. En préambule de cette chronique, je tiens à signaler qu'il s'agit, oui, effectivement, de ma vraie voix et de ma vraie personne pour ce qui est d'animer cette chronique. Vous allez comprendre pourquoi. Le titre aurait pu être « Les intelligences artificielles s'emparent de l'antenne de Couleur 3 ». Alors qu'est-ce que c'est Couleur 3? Si vous n'êtes pas en Suisse, dans mon beau pays, eh bien peut-être que ce nom vous dit pas grand-chose, si ce n'est peut-être chez nos amis français, pour certains, puisqu'effectivement, c'est le 3e programme national de radio ici qui a fêté, je crois, qui a dépassé maintenant ses 40 ans d'existence. C'était un programme qui se voulait différent, disruptif, jeune, dynamique, enfin à l'encontre de ce qui se faisait déjà sur le service public avec La Première et Espace 2.
Voilà maintenant pourquoi le 3 à couleur 3, une radio qui a été lancée sur la FM à l'époque et qui est maintenant disponible sur plein de radios sur internet, sur des bouquets et tout ça gratuitement si vous avez envie de vous faire une petite idée. Mais alors pourquoi ce préambule sur cet avertissement sur ma voix? Eh bien, Couleur 3 a fait parler d'elle, cette radio ne cesse d'innover. Je reviendrai sur ce que je pense de cette innovation, mais avant tout, je vais vous expliquer en quoi elle consiste. Ils ont tout simplement décidé, de confier l'antenne pendant toute une journée le 27 avril passé. Juste un jour après mon anniversaire. Voilà, comme ça je le répète encore une fois. Non, plus sérieusement, le pari a été gonflé, c'est de dire, pendant toute une journée, on va passer les rênes à ChatGPT pour les textes et une autre intelligence artificielle, une autre technologie pour digitaliser, numériser toutes les voix de certains animateurs phares de la radio. Alors je vous fais écouter un petit extrait de en quoi consiste le projet, tout simplement, avec le directeur de Couleur 3. Bonjour, je m'appelle Antoine Multon et je suis le chef d'antenne de Couleur 3. Aujourd'hui, on a une journée très spéciale puisqu'on a travaillé avec des intelligences artificielles et des clones vocaux pour réaliser toutes nos émissions de la journée. Vous allez entendre 5 voix principales qui sont 5 animatrices et animateurs qu'on a clonés, dont on a cloné la voix. Couleur 3 sous le contrôle des IA. Aujourd'hui, on lâche prise et on laisse les intelligences artificielles s'emparer des ondes. Le clonage vocal, c'est vraiment une chose assez particulière. Je crois qu'on a une des premières expériences en Europe à le faire. Chaque animatrice et animateur a dû lire des textes dans le vide comme ça pendant 1 heure. Ils ont modélisé leur voix pour qu'ensuite, n'importe qui, vous, moi, on puisse prendre contrôle de ces voix et leur faire dire ce qu'on veut. Évidemment, on ne leur fait pas dire ce qu'on veut, on contrôle et on le fait avec leur accord. Ces phrases que je suis en train de vous dire là, on peut les faire dire par Duja ou par Valérie Préco si on veut. Il était une fois un pingouin qui avait une passion pour la musique. Il voulait devenir le meilleur batteur du monde, mais il était souvent moqué par les autres pingouins pour son ambition. Les amis, j'ai fait un rêve étrange cette nuit. Les humains remplissaient les fonctions des machines. Imaginez les ordinateurs nous confier leurs problèmes existentiels. La voix tremblante, non, je suis juste en train de me reconnecter avec mon être intérieur et d'inventer un nouveau sport, le lancer de suppositoire. C'est hyper impressionnant. C'est drôle parce que le premier réflexe ça a été de me dire, je me souviens pas quand j'ai enregistré ça. Je l'ai jamais fait! Couleur 3 a un historique d'être une radio qui est un peu dans la provoque, dans l'expérimentation, dans la tentative, on en a eu plein. Ce qui était important, c'était de se questionner sur ces outils-là. Ça ouvre une discussion, ce vers quoi on peut aller ou ce vers quoi on n'a pas envie d'aller. En fait, ça ne nous remplace pas vraiment. Qu'est-ce qui m'attache à un animateur ou une animatrice? Qu'est-ce qui fait que Couleur 3 est une radio différente d'une autre? Et quelle est la spécificité? Dès qu'on veut mettre de l'esprit, de l'humour, on veut surprendre, là, les clones n'arrivent pas. C'est ça notre travail. Et c'est là où on est pour l'instant et pour longtemps encore, j'espère, plus fort que les robots. Dans cet extrait, vous avez entendu, bien évidemment, la voix d'Antoine Multon, le patron, le directeur de Couleur 3, qui est à l'origine de cette initiative, mais aussi quelques animateurs qui sont aussi des humoristes connus ici en Suisse romande. Alors, que penser de cette expérience? Alors déjà, effectivement, médiatiquement parlant, elle a fait beaucoup parler d'elle, puisque beaucoup de médias étrangers se sont rués sur cette nouvelle, pour même traverser l'Atlantique, tellement effectivement, cette expérience s'est fait remarquer. Ça a été le même cas quand on a vu certaines chaînes de télévision remplacer des présentatrices météo par des avatars animés effectivement par de l'intelligence artificielle. Au-delà de l'expérience qui a duré toute une journée de 6h à 19h, donc il n'y avait pas de place pour les nouvelles, pour l'information, puisqu'ils n'ont pas triché non plus sur ce créneau-là, durant toute une journée, on avait l'impression d'écouter ses animateurs préférés, ses rubriques, même si cette journée spéciale a été un petit peu remontée de toutes pièces pour créer carrément des nouveaux contenus, de nouvelles émissions. Dans le reportage, il y a Blaise Berzinger qui est à la fois animateur et humoriste qui dit tiens, c'est marrant parce que j'essaye de me rappeler où est-ce que j'ai enregistré ça, mais non, je l'ai jamais dit. Ça, c'est une des réactions à laquelle on peut tout d'un coup réagir, on peut s'attendre, puisque c'est bluffant d'entendre sa propre voix qui est clonée. Pour la petite histoire, on sait qu'il y a du ChatGPT pour la génération de texte et de contenu. Il y a beaucoup de travail de montage. Il faut savoir que cette journée entière a été remontée de toutes pièces et on salue effectivement les équipes de la radio. Par contre,
pas beaucoup d'infos, si ce n'est quasiment rien qui fuite sur la technologie de clonage qu'ils ont utilisée. Là, pour le coup, je suis incapable de vous dire quel système ils ont utilisé. Que penser de cette opération ? C'est un beau test. Maintenant, je vous donne mon avis. Je trouve que autant Couleur 3 est une radio et qui a toujours été un petit peu dans la provoque, mais là, ils ont été très très loin dans la provoque parce que le climat en Suisse actuellement autour du service public n'est pas forcément la meilleure période pour se permettre ce genre d'expérience, parce que vous le savez peut-être, mais la radio et la télévision parlent depuis très longtemps de la convergence. Pour la petite histoire, les studios de télévision sont à Genève, au bout du lac. La radio, historiquement, est à Lausanne. Eh bien, dans quelques mois, dans moins d'une année peut-être, tout ça va être réuni en un seul et même pôle central, un lab qui va être très très proche de l'innovation puisqu'il va intégrer le campus de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Donc on va réunir les forces de production télévisuelle et radiophonique à un seul et même endroit, ce qui historiquement aurait pu être fait dès le début, qui a peut-être d'ailleurs existé, et puis il y a eu cette séparation entre la radio et la télévision, mais forcément c'est pas le meilleur moment de s'essayer à faire ce genre de choses, étant donné qu'en même temps, eh bien, il y a tous les débats autour, eh bien, de la redevance télévision, redevance TV, qui est revue à la baisse, ou qui pourrait être revue à la baisse, qui pourrait être un autre sujet aux votations fédérales. Il y a bien évidemment des coupes budgétaires qui risquent d'être faites, puisqu'on va réunir des forces de travail qui vont être optimisées et qui vont être comme ça sous le même toit. Pas sûr que cette expérience se fasse dans un climat propice à l'accueillir sereinement. Enfin, quoi qu'il en soit, l'IA fait parler d'elle dans plein de domaines. On a pu le voir, les titres qui accrochent l'attention, c'est très souvent autour de l'IA égale perte d'emploi, puisqu'elle va peut-être remplacer des postes de travail, des compétences, ou au contraire les augmenter, on verra avec l'avenir. Quoi qu'il en soit, chapeau malgré tout à Couleur 3 et au culot d'Antoine Multon qui a osé donner vie à de l'humain fait par de l'intelligence artificielle. Vous avez envie de vous plonger dans cette expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Couleur 3, celui de la RTS, va recenser pour vous des extraits de l'émission Saucisse 9, qui est en fait un montage de plusieurs interactions faites durant cette journée, le 27 avril passé. Écoutez la radio avec de vrais animateurs ou du podcast avec là aussi de vraies voix, de vrais humains. Portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant. Stéphane Ricoul a passé une partie de la semaine dernière à Gatineau pour assister aux assises de l'Union des municipalités du Québec, où on n'a pas vraiment beaucoup parlé de ChatGPT, mais pas mal plus de décarbonation. Mais vous connaissez mon ami Stéphane Ricoul, il a quand même réussi à faire des liens avec le numérique. Les gouvernements municipaux sont chargés de fournir des services publics essentiels tels que l'entretien des routes, la collecte des déchets, l'approvisionnement en eau potable, la gestion des parcs et des espaces verts, la planification urbaine, l'octroi de permis de construire, la sécurité publique et j'en passe. Au sein de ces gouvernements, les approvisionnements doivent s'assurer que les biens et services nécessaires à la fourniture des dits services publics soient acquis de manière efficace et économique, conformément aux politiques et procédures établies, ainsi qu'aux lois et réglementations applicables, tout en garantissant l'équité et la transparence dans le processus d'acquisition et de passation de marchés publics, afin d'assurer que les fonds publics soient utilisés de manière responsable et efficace. Et là, vous vous demandez pourquoi je parle des gouvernements municipaux et pourquoi je parle de la fonction approvisionnement des dits gouvernements. J'étais la semaine dernière aux assises de l'Union des municipalités du Québec à Gatineau,
d'une part entouré d'élus dont le message était unanime autour du manque de financement pour les municipalités afin qu'elles puissent faire face à leurs nombreux enjeux, et d'autre part j'étais entouré de fonctionnaires de la chaîne d'approvisionnement dont le métier est de faire tourner cela rondement afin de jouer pleinement leur rôle très crucial dans la gestion des affaires publiques d'un gouvernement municipal et d'identifier les chaînes de valeur les plus porteuses à l'échelle locale et régionale. Au travers de tout ça, la technologie et le numérique n'étaient pas les points centraux des discussions, mais étaient tout de même omniprésents dans les esprits. La réflexion portait surtout autour des choix de société qui devaient être faits, dont le déclencheur principal se trouvait être les changements climatiques dus à l'humain. La planification de la transition des villes était donc ce qui donnait le rythme à la journée et le numérique prenait sa place égale avec l'éco-fiscalité, la mobilité et la décarbonation. La raison pour laquelle intelligence artificielle, blockchain, etc., et tous les autres mots à la mode n'étaient pas évoqués cette journée se résume à une phrase que la mairesse de Lac-Mégantic, Madame Julie Morin, a prononcée et qui disait « On aura beau mettre les plus belles technologies en place, si les gens ne les comprennent pas, ça ne servira à rien. » Sans le savoir, ou peut-être en le sachant après tout, Madame Morin était en train de nous parler de gestion du changement. Sans adoption, le numérique peut être stérile. Et l'adoption, ça se prépare, ça se travaille. Cette phrase était dans un contexte où était évoquée la technologie ILO de Hydro-Québec, qui joue normalement un rôle central dans la décarbonation de notre province, mais qui pourtant, on sait, n'a jamais apporté les résultats qu'elle était censée livrer. Est-ce que c'est faute d'une adoption défaillante, faute d'un coût trop élevé, faute d'une conception mal planifiée? Dans la réalité, ce débat n'avait pas sa place aux assises de l'Union des municipalités, qui se voulait plutôt en mode solution et lançait à ce propos son parcours de décarbonation en partenariat avec Hydro-Québec justement, Énergir et IVO, un parcours qui misera sur un portefeuille de solutions incluant l'efficacité énergétique, la gestion de la pointe et la bi-énergie. Comme le disait Monsieur Matthew Johnson, vice-président stratégie et développement chez Hydro-Québec, vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Tout ça pour dire que si la technologie était évacuée du discours, et pour la petite anecdote, je me permets de vous le dire, j'ai dû expliquer à mon voisin de gauche ce qu'était un podcast. Mais encore aujourd'hui, je suis pas certain d'avoir réussi ma mission. Bref. Si la technologie était donc évacuée du discours, elle est pourtant essentielle aux objectifs de décarbonation de nos villes. Ça date un peu, mais selon les données du gouvernement du Québec pour l'année 2018, les émissions de GES attribuables aux activités municipales représentaient environ 7% des émissions totales de la province. Des estimations qui ne prenaient pas en compte les émissions indirectes liées à la production d'électricité, responsables pourtant d'une grande partie des émissions de GES au Québec, mais qui prenaient en compte les émissions de GES liées au transport, représentant la plus grande part, avec 44% des émissions totales, suivi des émissions de GES liées au bâtiment, représentant environ 31%, et enfin, les émissions de GES générées par la gestion des déchets, représentant environ 11% des émissions totales attribuables aux municipalités. Amélioration des transports en commun, promotion de modes de transport actifs tels que la marche ou le vélo, adoption de normes énergétiques pour les bâtiments municipaux et mise en place de programmes de gestion de déchets plus durables. Toutes les personnes qui étaient présentes à ces assises étaient d'accord que ce genre de mesures pourrait aider les municipalités du Québec à réduire leur empreinte carbone. Le problème, ce n'est donc pas d'envisager des solutions, mais bel et bien de les exécuter et de les faire adopter. En termes de gestion de déchets, pensons par exemple aux capteurs de remplissage des containers ou les systèmes de tri automatisés. Tout ça pourrait aider les municipalités à réduire les coûts et à améliorer la durabilité environnementale. En termes de mobilité urbaine, on peut penser aussi simplement qu'aux applications de covoiturage ou les systèmes de gestion de la circulation intelligents qui pourraient tous aider à améliorer la circulation et donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
En termes ne serait-ce que de ressources financières via les départements d'approvisionnement, les technologies telles que les systèmes de gestion budgétaire, les outils de prévision des recettes fiscales ou encore les plateformes de gestion des appels d'offres comme Edilex, et non, je ne fais pas de pub, je ne revends pas cette plateforme-là, mais je vais y revenir tantôt, pourraient aider les municipalités non seulement à gérer leur budget de manière plus efficace ou à améliorer la transparence et la responsabilité, mais aussi simplifier leur vie dans la recherche d'alternatives moins onéreuses en matière d'impact environnemental en raccourcissant la chaîne d'approvisionnement et éviter des phrases comme celle que j'ai pu entendre et qui disait « Oubliez ça, l'évaluation des risques en chaîne d'approvisionnement, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, on gère des problèmes. » Moi qui égrène les nombreux événements qui existent partout au Québec, je dois avouer avoir été surpris de ne pas avoir entendu le nom de ChatGPT durant cette journée passée à Gatineau. Du moins, dans les salles où j'étais. Peut-être que ça s'est dit ailleurs. Même si on sait que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les fonctions d'approvisionnement au sein des gouvernements municipaux peut comporter des risques, ce que me confirmait Gabriel Morancy, CEO de Edilex, c'est là que j'y reviens. Il m'expliquait que l'intelligence artificielle était capable de beaucoup de choses, mais aussi par association et lien de cause à effet, a été capable de créer des jurisprudences qui dans la réalité n'existent pas, et comparer ça au cas d'hallucination très connu dans le domaine de l'intelligence artificielle. La gestion des données, qu'on retrouve en très grand nombre au sein des gouvernements municipaux, via une intelligence artificielle sécuritaire, permettrait certainement d'améliorer la prestation de services aux citoyens et justifierait ces augmentations de taxes perpétuelles que les villes n'ont pas le choix d'opérer, puisque je le rappelle, le message durant ces assises était unanime autour du manque de financement pour les municipalités afin qu'elles puissent faire face à leurs nombreux enjeux. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Catherine Dupont-Gagnon. Bienvenue dans l'équipe, Thierry Aubert et Stéphane Ricoul pour leur participation cette semaine. Et puis merci également à vous qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette émission. Heureux de vous avoir accompagné pendant ce bout de journée. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, passez une excellente semaine, mais surtout, portez-vous bien.